France 24 et Public Sénat présentent... Bienvenue au Parlement européen pour notre débat. Combien avez-vous partagé de tweets, likes, émoticônes cette semaine? Notre vie quotidienne et sociale est désormais envahie par les réseaux sociaux, encore plus sollicités en plein confinement pandémique. Mais font-ils le bien et concourent-ils à la bonne santé de notre mental et de nos démocraties? L'Union européenne s'en méfie en tout cas et hausse le ton à travers le Digital Services Act, présenté le 15 décembre par la Commission. Il incite les plateformes regroupant plus de 45 millions d'utilisateurs tels Google, Facebook, Twitter, YouTube à modérer leur contenu pour lutter contre la haine virtuelle. Alors, faute de régulation outre-Atlantique, Twitter, Facebook, YouTube, etc. ont coupé l'accès à ces comptes à Donald Trump après l'insurrection contre le Capitole, mettant fin à 4 années d'outrance sur les réseaux sociaux. C'est une première qui fait d'ailleurs polémique ici, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Pour en débattre, nous avons invité 2 eurodéputés aujourd'hui. Fabienne Keller, bonjour, députée européenne Renew, donc le parti présidentiel en France. La France qui a introduit d'ailleurs un amendement sur les réseaux sociaux pour une modération plus stricte des contenus illicites et de plus lourdes amendes. Et puis nous sommes face aujourd'hui à Saskia Brikmont, bonjour, députée européenne belge pour Les Verts, qui s'inquiète effectivement d'une possible censure du législateur. On va en parler. Mesdames, pour qu'on comprenne bien vos positions de départ, en quelques mots, est-ce que vous êtes pour légiférer, pour contraindre les réseaux sociaux, ou doivent-ils mieux s'autoréguler? Saskia Brikmont. Je pense qu'il est essentiel de réguler l'action particulièrement des plateformes monopolistiques. Donc, ils sont 5 grandes plateformes, les GAFAM, qui aujourd'hui ont le monopole. Et il faut absolument les réguler parce que ce qu'on a vu dans le cas de Trump, et puis il y a d'autres exemples, mais le cas de Trump est quand même emblématique. Il n'appartient pas au CEO de plateformes privées de décider quelle est la parole légitime ou pas, et de décider à un moment donné de réguler un espace public selon des considérations de plateformes privées. Et puis cette décision a été prise dans un contexte sans doute trop tardif aussi, au moment où les démocrates sont en majorité, et peut-être, avec un cadre régulatoire, ça aurait pu être fait avant. Fabienne Keller, pour ou contre une législation en la matière? Il est clair qu'il faut que l'Europe encadre ce qui circule sur les réseaux sociaux, sur les outils numériques. Tout le monde y a accès, les petits et les grands. Certains de ces contenus sont particulièrement violents. L'Europe vient d'ailleurs d'avoir une avancée forte sur les contenus terroristes. Cela, il y a un accord sur le principe du fait qu'ils doivent être retirés. Et le texte sera adopté le mois prochain. Donc nous avançons. La Commission propose d'encadrer les contenus illégaux, mais il nous faut un débat parce qu'il faut un bon équilibre entre protection contre des contenus dangereux, haineux, qui se diffusent de manière très, très horizontale, et puis cette protection qu'on doit à tout le monde et le caractère même dangereux, parce qu'on voit que plus les tweets, les messages sont violents, et plus ils se diffusent vite. Alors, donc justement, les réseaux sociaux sont aussi un outil qui est très utilisé par les extrémistes, voire les complotistes ou ceux qui défendent des thèses. Ou le président américain, parce que 4 ans de tweets Absolument. Intempestifs, un appel sur les réseaux sociaux à marcher sur le Capitole pour ses partisans, symbole de la démocratie américaine. Tout de même, des comptes du président coupés d'un seul coup d'un seul. Quelle leçon pour nous les Européens? Alors Donald Trump, c'est vraiment l'homme du populisme. Des mots chocs, violents, des appels antidémocratiques, clairement, appelés à marcher contre le Capitole, ne pas condamner clairement, une fois que les manifestants sont à l'intérieur, au prix de 5 vies quand même. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement violent. L'Europe doit pouvoir légiférer pour éviter cela. On est dans une grande liberté aux États-Unis et des excès qui ne sont pas régulés. Donald Trump qui a pratiqué une forme de politique qui est intolérable, qui n'est pas la politique où on
débat des idées, mais où c'est choc contre choc. Je crois que l'Europe ne veut pas se laisser entraîner. Et en tout cas, nous portons une vision plus apaisée, plus respectueuse de l'autre, des échanges en politique. Parce qu'il n'est pas légitime, selon vous, pour un réseau social et des patrons de géants numériques de décider de censurer des milliers d'utilisateurs, même si c'est au nom de la lutte contre la violence? Effectivement, il faut un cadre légal d'abord et que les décisions soient prises par le pouvoir judiciaire. Pour moi, c'est essentiel et c'est sans doute là aussi qu'on peut diverger dans les points de vue puisque certains groupes politiques portent la proposition de donner la possibilité aux plateformes d'accéder au contenu de nos conversations privées aussi, pour le retrait notamment de contenus tels que le contenu terroriste. Et là, on dit attention, attention aux libertés fondamentales, parce que toucher aux conversations privées, au contenu privé, c'est comme toucher au courrier postal. Ce serait autorisé, la Poste, d'ouvrir notre courrier, et ça, aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, il faut aussi appliquer au monde digital des règles qui protègent les données fondamentales tout en luttant contre les propos haineux, xénophobes, les appels à la violence et tout ce qui peut être liberticide et problématique aussi, tout ce qui concerne le harcèlement. Enfin, en ligne, ce sont des tendances que l'on voit d'autant plus fortement aujourd'hui que nous sommes confinés et que le monde du digital a finalement envahi les maisons aussi. Donc il y a vraiment un cadre public à y mettre et des normes. Par exemple, par rapport aux algorithmes, faire en sorte qu'il y ait davantage de transparence sur la collecte des données, leur utilisation, le choix des données. Une autre possibilité que l'on porte chez les Verts, c'est d'interdire les ad tech. Donc tout ce qui concerne la publicité avec reconnaissance des données et du profil de l'utilisateur pour cibler des publicités. On voit maintenant qu'il y a une tendance de certains publicitaires à retirer leurs marques de plateformes comme Facebook parce qu'ils ne veulent pas être associés, apparaître sur la même page que des propos haineux ou incitants. Ça a été le cas d'ailleurs pour Donald Trump aussi. Il y a eu ce problème de retrait de la publicité de ses comptes. Alors finalement, est-ce que ça ne donne pas un peu raison que cet épisode américain a une Europe qui, elle, a produit un Digital Act, deux Digital Acts d'ailleurs, pour encadrer les dérives des contenus? Est-ce que ça n'est pas une démarche du coup légitimée? Oui, tout à fait. L'Europe veut affirmer sa souveraineté dans la maîtrise des défis du numérique. Ils sont de plusieurs ordres. Le texte sur la Digital Service Act traite plutôt de cette partie les contenus illicites, les grands principes qui doivent réguler ces outils numériques. Et puis le Digital Market Act, c'est plutôt la question de la concurrence et de la compétitivité. On voit bien qu'on est piégé dans un système où plus on est gros, quand on est une plateforme numérique, plus on maîtrise ses clients. Donc on devient encore plus gros, on absorbe les petits qui pourraient émerger, ce qui empêche une véritable concurrence de se mettre en place. Ça, c'est l'enjeu de ce deuxième texte. Il dit j'ai embauché des gens pour modérer. Il y a 13 000 personnes qui modèrent les contenus. Alors sur cette question de la modération, il y a la question de l'encadrement légal. C'est important. Après, il y a un défi sur la vitesse d'exécution. Et c'est là que nos avis sont un petit peu différents. Nous pensons qu'il est important de protéger, notamment quand les contenus sont particulièrement dangereux, donc terroristes, haineux, pédopornographiques, des contenus qui sont porteurs de danger en soi, et plutôt exiger le retrait tout de suite et prendre le temps des vérifications et corriger et rééditer le contenu si nécessaire, plutôt que d'attendre une décision judiciaire qui serait longue. Et la novation, c'est aussi le caractère transfrontalier de l'injonction, puisque souvent, par exemple, un contenu dangereux peut être vu dans un pays, mais la plateforme être hébergée dans un autre pays européen. Et donc, dans le cas des retraits des contenus terroristes, on a pris cette décision. Ça a été approuvé dans notre commission Libé et bientôt au Parlement européen. Nous retrouverons le débat pour le retrait des contenus haineux ou illicites. On voit efficacité versus sécurité juridique. Il faut clairement que plus l'outil d'encadrement est puissant, plus le contre-pouvoir, la surveillance du respect des libertés individuelles soit assurée dans le même temps. Sur la question des délais, on est d'accord. Donc le fait que les plateformes puissent retirer un contenu, puis qu'il y ait une confirmation judiciaire de la non-conformité avec injonction de retirer définitivement le contenu ou de le remettre si
voilà, s'il s'avère que ce n'était pas un contenu problématique, ici on parle du terrorisme, on peut parler aussi d'autres types de contenus. Dans le cas du terrorisme, ce qui nous pose réellement problème, c'est que l'État, donc dans le cadre de la coopération transfrontalière, sera chargé de définir l'autorité compétente. Pour nous, ça doit être l'autorité judiciaire. Ça ne peut pas être une autorité publique, un cabinet ministériel par exemple, parce qu'on voit dans les pays où il y a un recul de l'état de droit, prenons la Hongrie, prenons la Pologne, on pourrait recevoir en tant que Belge, en tant que Français, une injonction du gouvernement hongrois ou polonais de retirer un certain type de contenu au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de contenu terroriste, même si la Belgique ou la France a estimé qu'il ne s'agit pas de contenu terroriste. Et quelles sont les dérives pour les droits fondamentaux là? C'est précisément que si ça va à l'encontre des intérêts de la Pologne ou de la Hongrie dans un contexte de recul de l'état de droit et d'autoritarisme, eh bien, des communautés LGBTQI pourraient à un moment donné, des opposants politiques pourraient à un moment donné être concernés. Et c'est là que les garde-fous doivent être beaucoup plus solides que la proposition qui est sur la table. Alors, je voudrais rappeler que sur ce texte tel qu'il est proposé maintenant, des garde-fous ont été mis pour les États membres qui sont sous procédure de l'article 7. Un bilan sera établi après 1 an, d'une part 2 ans de mise en œuvre. Donc votre préoccupation a été prise en compte, peut-être pas suffisamment pour vous, mais clairement la question des États membres qui ne respectent plus l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice en l'occurrence, pose problème dans toute la législation européenne. C'est vrai, pour les pays où l'article 7 est enclenché. Mais combien de temps ça a pris à la Commission européenne pour qu'on y arrive? Et donc ce sont les pires cas de figure aujourd'hui. Mais il y a quand même aussi une tendance à avoir d'abord des définitions différentes de ce qu'est le terrorisme entre nos États membres. Et puis on voit aussi en France, par ailleurs, qu'il y a une évolution du discours par rapport à une forme sécuritaire et un certain type d'information qui, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais les dérives sont possibles et on estime que les garde-fous actuels en termes de droits fondamentaux ne sont pas suffisants. Et dans ce Digital Services Act, il est prévu que les plateformes doivent réagir aux notifications en effet d'un contenu illicite par les autorités administratives ou judiciaires. Et ça, vous êtes d'accord toutes les deux là-dessus, mais sans obligation claire de retrait. Alors c'est quand même très limité, Fabienne Keller. Alors ça fera l'objet du débat. C'est une proposition de la Commission. Si les contenus sont illicites, c'est-à-dire qu'ils permettraient une procédure judiciaire, s'ils étaient, par leur nature, on ne voit pas pourquoi on ne demanderait pas leur retrait. Nous débattrons aussi de l'harmonisation, de la définition de ces contenus illicites. Pour l'instant, il est prévu effectivement que c'est les autorités nationales. Pour le terrorisme, par contre, le texte intègre la définition des contenus terroristes. Et en France, pour ce cas-là, c'est une plateforme indépendante de l'État, indépendante du gouvernement, et qui est sous l'autorité de la police et de la gendarmerie judiciaire, de la partie judiciaire de notre, donc du ministère de la Justice, de manière justement à garantir cette indépendance et ce contrepoids. Dans cet acte, quand même, ce qui est ambigu, c'est que s'il y a manquement pour une de ces grosses plateformes, bien sûr, qui est révélé, les sanctions pécuniaires peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de la plateforme en question, ce qui a l'air beaucoup. Simplement, en effet, il y a beaucoup de volonté, mais très peu de contraintes pour les plateformes. Alors, est-ce que cette sanction financière, elle est seulement réaliste? Est-ce qu'on l'appliquera jamais? Elle l'est, et elle l'est pour les grandes plateformes qui ont des moyens derrière de retirer du contenu, de faire le travail qu'on leur demande. Par contre, pour les plus petites plateformes qu'on veut encourager, puisqu'on veut davantage de diversification des plateformes pour casser le monopole des GAFAM, et ce texte-là ne s'adresse pas à ces petites plateformes. Le Digital Services Act, c'est un problème parce qu'il ne répond pas à la problématique du monopole. Sur la question spécifique du terrorisme, là, ce à quoi nous, on se heurte, c'est effectivement l'injonction de retrait qui, si elle n'est pas mise en œuvre, peut entraîner une amende, ce qui est problématique pour les plus petites plateformes telles que c'est formulé aujourd'hui dans le texte. Par contre, il faut aussi qu'en corollaire, il y ait un renforcement des moyens judiciaires et de police pour que tout ce travail puisse être mené par des ressources humaines, qu'il y ait des gens derrière ce travail-là. Pas des algorithmes pas des robots, pas des algorithmes qui choisissent, oui. et qu'il y ait vraiment les moyens dans les mains de la justice pour faire ce travail-là. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos différents États membres. Et qu'ensuite, il y ait ce suivi
avec mise à l'amende effective s'il n'y a pas de suivi qui est fait par les plateformes. Voilà, avec le Digital Services Act, un débat européen, mais l'Allemagne en 2018, elle s'est déjà dotée d'une loi obligeant les réseaux sociaux à retirer dans les 24 heures. Et là, il y a un délai assez rapide, un contenu haineux. On en a un petit peu parlé avant. La France propose, elle, un abonnement anticipant le Digital Services Act. 2 pays qui régulent dans leur coin en amont. C'est efficace? C'est 2 pays qui ont vécu en leur sein des attentats, des événements extrêmement violents qui les ont conduits à souhaiter s'organiser tout de suite. Alors 24 heures, c'est rapide et c'est lent à la fois. Parce qu'un contenu, au bout de 24 heures, il est déjà vieux. Dans le texte sur le terrorisme, c'est 1 heure. Pour éviter qu'un contenu dangereux, il est souvent très viral, hein, il se diffuse très vite. Alors, regardons les choses de manière positive. C'est déjà 2 expériences d'organisation judiciaire qui pourraient être connues des autres États membres pour voir comment on peut démarrer un travail. Qui a fait polémique en France sur la loi Avia tout de même. Alors, je n'évoque pas la loi Avia qui avait une partie anticonstitutionnelle, mais la plateforme Pharos par laquelle n'importe qui peut dire qu'il a vu un contenu terroriste. On a un début d'expérience. Exactement. Mais l'Europe doit généraliser ça. La Commission espère mettre en place ces Digital Act début 2022. Au vu des mouvements populistes, la multiplication des fake news, notamment sur la pandémie, ça paraît loin. Ça paraît loin, c'est tout le processus législatif, mais ce qui est important, c'est d'éviter la fragmentation et des règles disparates en fonction des États, parce que le digital, par définition, n'a pas de frontières. Et donc, il faut que les règles soient claires pour les plateformes sur le marché européen, pour l'ensemble des pays européens. Idéalement, il faudrait une régulation internationale pour encadrer l'action de ces plateformes du numérique, pour que les règles soient communes à tous et appliquées dans tous les pays. Le chemin paraît compliqué au niveau international et donc au niveau européen, il est essentiel de réguler, de mettre un cadre et effectivement, le plus vite sera le mieux parce qu'on sait que les conséquences, notamment des fake news, sont dévastatrices. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci, vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.